Salut, quel est le point commun entre toutes ces personnes? Certes, ce sont tous des présidents des États-Unis, mais ils ont autre chose en commun. Ils sont tous soit républicains, soit démocrates. Ces deux partis dominent la politique américaine et ce depuis très longtemps. Le truc, c'est que les Américains sont très divisés. Ils aimeraient plus d'options de vote grâce à ce qu'on appelle des tiers partis. Mais ces partis, ils existent. Le problème, c'est qu'au moment de voter, les Américains ne votent pas pour ces partis. En fait, ils ne le peuvent pas vraiment, et on va voir pourquoi. Déjà, petite parenthèse pour ceux qui ne le savent pas, les citoyens américains élisent des grands électeurs. Le nombre de grands électeurs est calculé en fonction du nombre d'habitants dans l'État. Plus il y a d'habitants, plus il y a de grands électeurs. Tous les grands électeurs d'un État sont pour un seul et unique candidat. Et celui qui a le plus de grands électeurs est élu président. C'est ce qu'on appelle le suffrage universel indirect. Californie. Lors des présidentielles de 2020, les démocrates récoltent 63% des voix et ils raflent tous les grands électeurs de l'État. Mais c'est pas logique, on pourrait se dire les démocrates ont eu 63% des voix, donc ils ont 34 grands électeurs, et avec leurs 30%, les républicains en ont 16. Mais ça marche pas comme ça aux États-Unis. Le mode de scrutin se résume en 3 mots. Winner takes all. Et pas besoin d'être bilingue pour piger ça. La personne qui a le plus de votes gagne. Et c'est à cause de ce mode de scrutin que les Américains ne peuvent pas voter pour un troisième parti. On va prendre un exemple. Regardez, lui c'est Donald, et il est écolo. Donc logiquement, il devrait voter pour le parti écolo. Sauf que s'il fait ça, d'une part son vote ne sert à rien, car c'est toujours ou les démocrates ou les républicains qui ont une majorité, et donc qui gagnent. Mais pire que ça, en votant écolo, il va faire gonfler le score du parti avec lequel il est le moins en accord. Paradoxalement, il n'a aucun intérêt à voter pour le parti qui le convainc le plus. Et franchement, c'est pas hyper démocratique. D'ailleurs, c'est arrivé plusieurs fois qu'un président soit élu alors que c'est son adversaire qui a récolté le plus de voix. Et puis, quand un parti obtient 55% dans un État et qu'il gagne tous les grands électeurs, on jette par la fenêtre les votes des 45 autres %. Alors, depuis le début, on vous parle beaucoup des élections présidentielles. Mais c'est encore pire avec les législatives. Regardez, ça c'est le Congrès américain. Pourquoi il n'y a que deux partis? C'est simple, the winner takes all. Dans le Congrès, il y a deux chambres. D'un côté, celle des députés et de l'autre, celle des sénateurs. Ils sont tous élus au winner takes all. Pour les sénateurs, on a une élection à l'échelle de l'État et celui qui obtient le plus de votes gagne. Là, franchement, ça pose pas de problème. Là où ça se complique, c'est pour les députés. C'est un sacré bordel. En fait, chaque État est découpé en plusieurs circonscriptions. Le calcul est encore une fois très simple. Celui qui arrive en tête de sa circonscription gagne un siège de député. Dans l'Oklahoma, par exemple, les républicains ont eu 60% des voix, mais ils ont gagné dans toutes les circonscriptions. De manière générale, les troisièmes partis ne sont pas aussi présents et aussi gros que les républicains et démocrates. Donc personne ne vote pour eux, car ils n'ont aucune chance de gagner. Et puis, même si on avait un troisième parti qui serait assez puissant pour obtenir 25% des suffrages dans toutes les circonscriptions, il aurait 0 siège au Congrès. Et là, ça pose un léger problème démocratique. Mais attendez, parce que niveau démocratie, on a trouvé encore mieux. Dans nos recherches, on est tombé là-dessus, le gerrymandering. En gros, c'est une technique de triche électorale. Au XVIIIe siècle, Elbridge Gerry, le gouverneur du Massachusetts, modifie le découpage des circonscriptions électorales de son État pour favoriser son camp politique. Regardez, là, le découpage est fait de telle sorte que le nombre de sièges par rapport au vote est proportionnel. Mais ici, le découpage est totalement partisan. Les républicains ont 3 sièges sur 5, alors qu'ils ont obtenu que 40% des voix. Et ça, c'est une pratique qui s'est poursuivie, voire accentuée, et qui est encore là aujourd'hui. Les Américains ont tellement tryhard le système qu'ils ont fait ressortir 2 techniques. D'abord, il y a ce qu'ils appellent le packing. Ça veut littéralement dire mettre en groupe, donc regrouper la majorité des électeurs du parti adverse dans une circonscription pour gagner toutes les autres. Et à l'inverse, il y a le cracking, donc séparer les électeurs du parti adverse pour éviter qu'ils soient assez pour avoir la majorité dans une circonscription. Ouais, c'est vraiment smart. Et d'ailleurs, ces 2 techniques ont été utilisées en Caroline du Nord. Vous pouvez voir que les circonscriptions républicaines sont remportées avec une très faible majorité, alors que les circonscriptions démocrates sont elles gagnées avec une très large majorité. Oui, c'est à la limite de la légalité, mais quand les juges de la Cour suprême de Caroline du Nord sont aussi républicains, ils laissent passer. Bon, on vous raconte tout ça, mais est-ce qu'il y a vraiment 0% de chance qu'un tiers parti s'impose? Pour ça, regardons un peu en arrière. Initialement, la Constitution américaine de 1787 ne prévoit absolument rien sur les partis politiques. À cette époque, les partis sont vus comme des groupes d'intérêt qui diviseraient le pays. D'ailleurs, George Washington, le premier président des États-Unis, a été élu sans être affilié à une formation politique. Sauf que c'est le seul, car c'est justement sous sa présidence que sont nés les premiers partis américains. D'un côté, les fédéralistes, et de l'autre, les républicains démocrates. Ces partis, ils évoluent. Le parti fédéraliste disparaît et les républicains démocrates subissent une scission, qui donne
donne lieu aux deux partis qu'on connaît aujourd'hui. Même si les idées ont évolué, il y a toujours eu ce bipartisme qui est maintenant profondément ancré dans la tradition politique américaine. Pour autant, les USA sont-ils forcément condamnés à n'avoir dominé que deux partis? Dans l'histoire, quelques exemples nous ont montré le contraire. D'abord, en 1912, Theodore Roosevelt crée la surprise avec son parti progressiste en se positionnant à la deuxième place, avec 25% des suffrages. Un peu plus proche de nous, en 92, le milliardaire Ross Perot a obtenu 20% des voix, alors qu'il faisait face à Bill Clinton et George H. Bush. Enfin, en 2016, Jill Stein, la candidate des Verts, est accusée d'avoir causé la défaite d'Hillary Clinton au profit de Trump en ayant absorbé des votes démocrates. Bien qu'il y ait eu quelques percées, on n'a encore aujourd'hui jamais connu un président issu d'un tiers parti. Donc la situation se résume comme le décrit cet historien. Les troisième partis sont des abeilles. Une fois qu'ils ont piqué, ils meurent. Le système électoral américain, il a été mis en place il y a 200 ans. Mais aujourd'hui, les contraintes pratiques de l'époque n'existent plus. On pourrait penser qu'il serait pas mal d'élire le président de manière plus directe, pour que la voix du peuple soit mieux représentée. Pour les législatives, il serait un peu plus démocratique de faire comme dans toutes les démocraties occidentales, c'est-à-dire d'avoir un scrutin proportionnel afin que la Chambre des représentants ne garde pas les couleurs du Barça. Après, au niveau pratique, est-ce que c'est pas mieux d'avoir deux partis, plutôt que comme chez nous, une assemblée qui ressemble à un cirque? Mais ça, c'est aux citoyens d'en décider par les urnes. C'est la fin de cette vidéo. Si vous êtes arrivé là, vous pouvez lâcher votre meilleur pouce bleu. Et si vous voulez savoir pourquoi le vote de chaque Américain n'a pas la même valeur, vous pouvez regarder ce short là. En attendant, c'est ciao.